Mes parents m'ont coupé les ponts pendant des années. Ils ont exigé que je vende ma maison pour payer la dette de $500 000 de mon frère. J'ai refusé. Quelques jours plus tard, ils ont fait effraction et tout détruit. Ne sachant pas que j'avais déjà. La sonnerie stridente d'un téléphone portable à 3 heures du matin n'apporte jamais de bonnes nouvelles. Jamais. J'étais emmêlé dans les draps de notre lit de location temporaire, celui avec le matelas légèrement affaissé au milieu, quand le son a brisé le silence de la pièce. Ma femme remua à côté de moi, tirant la couette sur son épaule avec un doux murmure. Au fond du couloir, j'entendais la faible respiration rythmée de notre fille de 3 ans, Zoé, provenant du babyphone sur la table de chevet. J'ai tendu la main à l'aveuglette, mes doigts tâtonnant dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il trouve le téléphone vibrant. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro local inconnu. J'ai chassé le sommeil et le sable de ma gorge, me suis redressé lentement pour ne pas la réveiller et j'ai glissé l'écran pour répondre. « Est-ce Victor ?» demanda une voix grave et autoritaire. « C'est moi », répondis-je, gardant ma voix basse et rauque. « Ici l'officier Moreau du commissariat local. Je vous appelle concernant une propriété enregistrée à votre nom. Nous avons une situation à l'adresse et nous avons besoin de vous sur place immédiatement. Il y a eu un cas grave de vandalisme et d'effraction. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid de la nuit, vandalisme, effraction. Je sentis une chute glaciale soudaine dans mon estomac, suivie d'une poussée d'adrénaline pure. J'ai dit à l'officier que j'étais en route, j'ai raccroché et je me suis levé dans l'obscurité. Anya s'est retournée, ouvrant un œil lourd de sommeil. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai chuchoté qu'il y avait un problème avec l'ancienne maison et que je devais m'en occuper, lui disant de fermer les portes derrière moi et de se rendormir. Le trajet à travers la ville fut un flou de feux de circulation jaune clignotant et de rues vides. La pluie venait de commencer à tomber, une légère bruine qui maculait les réverbères sur mon pare-brise. Quand je tournais dans la rue familière de banlieue où se trouvait notre ancienne maison, les lumières rouges et bleues clignotantes de 3 voitures de police illuminèrent le quartier comme une discothèque bon marché. Des voisins jetaient des coups d'œil à travers leur store. J'ai garé ma voiture derrière une voiture de police et je suis sorti dans le froid humide. L'officier Moreau me rejoignit au bord de l'allée, le faisceau de sa lampe de poche traversant la pelouse. Il me demanda mon identification, la vérifia, puis fit un geste vers la maison. « Préparez-vous, monsieur, dit-il doucement. Ils ont fait des dégâts. » Je franchis la porte d'entrée et je me figeai. La destruction était totale. Ce n'était pas seulement du vandalisme. C'était une manifestation physique de rage pure. Les magnifiques planchers en bois que nous avions économisés pour installer étaient violemment striés de profondes coupures. Le canapé du salon était renversé et éventré. Son rembourrage était éparpillé comme de la neige sale. Dans la cuisine, chaque porte d'armoire avait été arrachée de ses gonds. L'odeur de peinture aérosol et de bois brûlé me piquait les narines. Mais le plus touché était la chambre de Zoé. J'ai descendu le couloir, mes bottes crissant sur des éclats de verre, et je me suis tenu dans l'embrasure de la chambre de ma fille. Les murs roses doux étaient défigurés par une épaisse peinture noire en spray. Les mots ingrats et traîtres dégoulinaient sur le mur. Son lit de bébé en bois, celui que j'avais passé tout un week-end à assembler à la main, était brisé en 1000 morceaux, frappé à plusieurs reprises par ce qui semblait être un objet lourd et contondant. Je me tenais là, dans les décombres de ce qui était autrefois mon sanctuaire. Une version plus jeune de moi serait tombée à genoux et aurait pleuré, mais je n'ai pas versé une seule larme. Au lieu de cela, un calme froid et calculateur m'envahit. Je suis retourné au salon où l'officier Moreau prenait des notes. « Avez-vous une idée de qui aurait pu faire cela, Victor ?»« Des ennemis ?» demanda-t-il, levant les yeux de son bloc-notes. J'ai regardé les restes brisés de ma fenêtre avant. « Oui, dis-je doucement. J'ai une assez bonne idée. » 30 minutes plus tard, j'étais assis dans le commissariat éclairé. Une tasse en polystyrène de café noir terrible reposait sur la table devant moi. L'officier Moreau et un détective nommé Dubois étaient assis en face de moi. Ils avaient un ordinateur portable prêt à examiner toutes les preuves que je pourrais fournir. « Vous avez mentionné avoir installé un système de sécurité privé que les intrus auraient pu manquer ?» demanda le détective Dubois, se penchant en avant, son stylo tapant légèrement sur le bureau. « Oui, dis-je, ma voix ferme. J'ai installé des micro-caméras cachées dans les bouches d'aération du salon et du couloir quelques jours avant de déménager. Elles sauvegardent directement sur un serveur cloud sécurisé. Je peux récupérer les images tout de suite.
J'ai ouvert mon propre ordinateur portable, je me suis connecté au réseau sécurisé du commissariat et je me suis connecté à mon serveur crypté. Je travaille avec des menteurs, des voleurs et des fraudeurs pour gagner ma vie. En tant qu'enquêteur en fraude forensique, la paranoïa est pratiquement une exigence de l'emploi. On ne laisse jamais une propriété sans surveillance. J'ai cliqué sur la chronologie de la nuit précédente, vers minuit. J'ai tourné l'écran pour que les officiers puissent le voir. Les images en noir et blanc de vision nocturne s'animèrent. La porte arrière fut violemment ouverte à coups de pied, le cadre s'éclatant vers l'intérieur. 2 silhouettes entrèrent dans le salon. Elles ne portaient pas de masque. Elles n'essayaient pas de se cacher. Les officiers se penchèrent plus près de l'écran. La première silhouette était un homme âgé tenant une batte de baseball en aluminium. Il se dirigea directement vers l'îlot de cuisine et frappa la batte avec une force terrifiante, brisant le comptoir en granit. La deuxième silhouette, une femme âgée, sortit une bombe de peinture en spray de son grand sac fourre-tout et commença à écrire agressivement sur le mur. « Reconnaissez-vous ces individus » demanda l'officier Moreau, les yeux écarquillés en voyant l'homme à l'écran briser un luminaire suspendu. Je fixai l'écran, regardant l'homme qui m'avait appris à faire du vélo démolir mon salon. Je regardais la femme qui me préparait mes repas pour l'école défigurer les murs avec des insultes venimeuses. « Oui, dis-je, ma voix dénuée de toute émotion. Ce sont Antoine et Pauline, mon père et ma mère. » La pièce devint complètement silencieuse. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation du commissariat et le bruit rythmique de mon père frappant la batte sur la vidéo. Le détective Dubois me regarda, puis de nouveau l'écran, essayant clairement de comprendre le niveau d'insanité domestique dont il était témoin. « Vos propres parents ont fait ça ?» demanda Dubois, son ton empreint d'incrédulité. « Pourquoi ?»« À cause d'un différend familial. Ils voulaient que je vende la maison et que je donne l'argent à mon jeune frère, expliquai-je, me penchant en arrière sur ma chaise en plastique inconfortable. J'ai refusé. Alors, je suppose que c'est leur façon de me punir, de détruire ma propriété pour que je n'ai plus rien. » Dubois soupira lourdement, passant une main sur son visage. « Eh bien, Victor, je suis incroyablement désolé. C'est un cas clair d'effraction et de destruction grave de propriété. Nous devrons émettre des mandats d'arrêt immédiatement, mais vous devez vous préparer au cauchemar de l'assurance qui suivra. Les amener à couvrir les dommages causés par des membres de la famille proche peut être délicat. » J'ai pris une lente gorgée de ce terrible café. Le goût amer me ramenait à la réalité. J'ai regardé les 2 officiers, laissant un petit sourire froid effleurer les coins de ma bouche. « Je ne m'inquiète pas pour l'assurance, détective, dis-je doucement. »« Pourquoi pas ?» demanda Moreau, fronçant les sourcils. « Il s'agit de dizaines de milliers de dollars de dommages. »« Parce que ce n'est plus mon problème, » répondis-je, refermant l'ordinateur portable d'un claquement décisif. Il pensait qu'il détruisait ma maison pour me donner une leçon, mais il ne connaissait pas la vérité. Il y a 2 semaines, j'ai tranquillement vendu cette maison avec une perte de 10% à un jeune couple d'un autre État. Le transfert de propriété a été validé il y a 3 jours. Mes parents n'ont pas détruit ma propriété. Ils ont juste commis un crime majeur contre de parfaits inconnus. Pour comprendre comment mes parents ont fini par brandir des battes de baseball au milieu de la nuit, il faut comprendre l'écosystème toxique de mon enfance. Chaque famille a ses rôles. Attribués tôt et appliqués sans pitié. Dans ma famille, j'étais le bouc émissaire, le bourreau de travail, la machine fiable. Mon jeune frère Clément était l'enfant prodige. Il avait 5 ans de moins que moi. Mais dès qu'il a pu marcher, le soleil semblait briller de ses poches. On attendait de moi des notes parfaites, un emploi à temps partiel pendant le lycée et 0 problème. Quand je ramenais un bulletin scolaire avec des A, mon père Antoine se contentait de hocher la tête et de dire « C'est ce qu'on attend de toi ». Il n'y avait pas de célébration, pas de tape dans le dos. C'était simplement la norme. Clément, en revanche, était le rêveur. Il était toujours plein de grandes idées, de projets farfelus et d'un charisme sans borne. Si Clément griffonnait un plan d'affaires à peine cohérent sur une serviette, ma mère Pauline l'encadrait et le déclarait le prochain grand visionnaire. Il ne menait jamais rien à terme. Il a abandonné l'université 2 fois, accumulé des dettes massives de cartes de crédit et quitté chaque emploi de début de carrière qu'il avait eu parce qu'il prétendait être trop intelligent pour être un employé. Et chaque fois qu'il échouait, Antoine et Pauline étaient là pour le rattraper, inventant des excuses pour sa paresse et blâmant le monde de ne pas reconnaître son génie.
Clément a juste besoin d'un peu plus de temps, disait-il. Clément prend des risques. Tu devrais apprendre de lui, Victor. Tu joues toujours trop la sécurité. Cette dynamique a façonné toute mon existence. J'ai appris à détester les promesses vides. J'ai appris à détester la manipulation et les beaux mensonges que les gens racontent pour éviter de prendre leurs responsabilités. C'est exactement pourquoi je suis devenu enquêteur en fraude forensique. Je voulais vivre dans un monde où les faits étaient absolus. Dans mon travail, les chiffres ne mentent pas. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez jouer la victime. Vous pouvez me raconter une histoire sur la façon dont l'économie a ruiné votre entreprise. Mais quand je regarde les relevés bancaires, les registres cachés et les comptes offshore, la vérité est toujours là, me fixant en données froides et dures. J'ai bâti une carrière réussie en démolissant exactement le genre de façade que mon frère passait sa vie à construire. Et ironiquement, les compétences mêmes que j'ai affûtées pour attraper les détourneurs de fonds d'entreprise et les escrocs sont celles qui allaient finalement me sauver la vie du vampirisme financier de ma famille. Je ne le savais pas encore. Pendant des années, j'ai joué le rôle du bon fils, mordant ma langue au dîner de famille, les regardant verser leur argent durement gagné dans le puissant fond des échecs de Clément, espérant qu'un jour ils se réveilleraient et verraient la réalité. Mais les gens qui sont accros à une illusion détruiront quiconque essaie de leur montrer le miroir. L'illusion s'est brisée pour la première fois il y a 4 ans. C'était un mardi après-midi morne quand mon père m'a convoqué chez eux. Il ne m'a pas demandé comment allait mon travail ni comment j'allais. Il m'a assis à la table de la salle à manger, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que la dernière start-up technologique de Clément s'était effondrée. Il a de gros problèmes, Victor, avait dit Antoine, sa voix portant ce ton lourd et familier d'autorité absolue. Il doit de l'argent aux investisseurs. Nous avons déjà vidé nos économies de retraite pour l'aider, mais il nous manque encore. Nous avons besoin de 300 000 $. Tu dois puiser dans tes économies et contracter un prêt sur ton salaire pour couvrir ça. Je me souviens être resté assis là, sentant le sang me quitter le visage. 300 000 $. C'était presque tout ce que j'avais économisé en une décennie de travail d'enquête acharné, de semaines de 60 heures et de vie en dessous de mes moyens. C'était mon avenir, et mon père le réclamait comme s'il me demandait de passer le sel. Non, dis-je. C'était la première fois de ma vie que je le lui refusais catégoriquement. Le visage d'Antoine devint d'un violet violent. Il frappa son poing sur la table en bois. Comment ça, non? C'est ton frère. C'est la famille. Tu as une responsabilité envers cette famille. J'ai une responsabilité envers moi-même, rétorquai-je, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Clément est un trou noir. Il n'a pas de véritable plan d'affaires. Il prend votre argent, il fait la fête avec, puis il revient en pleurant quand la facture est due. Je ne vais pas me sacrifier pour le réchauffer. Pauline se mit immédiatement à pleurer, déployant son arme préférée, la carte de la victime. Comment peux-tu être si égoïste, Victor? Tu as un bon travail. Tu restes tranquillement dans ton bureau pendant que ton frère prend de braves risques. Veux-tu le voir dans la rue? Veux-tu faire mourir ta mère d'inquiétude? Je veux que Clément fasse face aux conséquences de ses propres actions pour une fois dans ses 31 ans de vie, dis-je, me levant de la table. Antoine se leva aussi, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. Ses yeux étaient froids, dénués de toute chaleur paternelle. Si tu sors par cette porte et refuses d'aider ton frère, tu ne fais plus partie de cette famille. Tu es mort pour nous. Un homme qui calcule sa richesse au détriment de son propre sang n'est pas digne d'être mon fils aîné. Je le regardais. Je regardais ma mère sangloter théâtralement dans ses mains. Et puis je regardais Clément qui se tenait dans le couloir, regardant toute la scène avec une expression vide et pleine de suffisance, sans dire un mot pour me défendre. D'accord, dis-je doucement. Je me suis retourné, je suis sorti par la porte d'entrée et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce jour-là, le bon fils est mort. Je suis retourné à mon appartement, j'ai bloqué leur numéro de téléphone et j'ai commencé le douloureux processus de deuil de parents qui étaient encore en vie, mais qui avaient choisi un parasite plutôt que moi. Le silence qui suivit la rupture fut assourdissant au début. Pendant des mois, j'ai attendu des excuses, un SMS, n'importe quoi pour montrer qu'ils se souciaient de mon absence. Mais rien n'est venu. Le vide laissé par ma famille était immense. Mais lentement, j'ai réalisé que ce n'était pas un vide d'amour. C'était un vide d'anxiété.
Sans leurs exigences constantes et leur chantage émotionnel, ma vie est devenue incroyablement paisible. Je me suis plongé dans mon travail. J'ai pris des cas plus difficiles, j'ai démêlé des fraudes d'entreprises massives et j'ai vu mes comptes bancaires grossir. Mais plus important encore, j'ai trouvé Anya. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau. Elle était institutrice, avec un rire chaleureux et une profonde capacité à voir le bien chez les gens sans être naïf face au mal. Je lui ai parlé de ma famille très tôt. Je n'ai pas édulcoré la situation. Je lui ai dit que j'avais des bagages mais que je les avais laissés à la gare. Anya a juste tenu ma main et a dit, la famille, c'est avec qui tu la construis, Victor, pas avec qui tu partages ton ADN. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite et belle cérémonie. J'ai envoyé des invitations à mes parents et à Clément. Une partie de moi, cet enfant intérieur stupide, espérait qu'il viendrait, réaliserait ce qu'il manquait et s'excuserait. Mais quand la cérémonie a commencé, les 3 chaises que j'avais réservées pour eux au premier rang sont restées ostensiblement, douloureusement vides. Cela a piqué. Mais en regardant Anya descendre l'allée, entourée de ses parents aimants qui m'avaient accueilli à bras ouverts, la douleur s'est évaporée. J'étais enfin à ma place. 1 an plus tard, nous avons accueilli notre fille, Zoé. En tenant son petit corps fragile dans la chambre d'hôpital, j'ai fait un vœu silencieux. Je ne la ferai jamais se sentir comme un fardeau. Je ne la comparerai jamais à personne d'autre. Je la protégerai farouchement. Avec notre nouvelle famille grandissante, nous avons décidé qu'il était temps d'acheter une maison. Nous avons trouvé une belle maison à 2 étages dans un quartier résidentiel calme. Elle avait un grand jardin pour que Zoé puisse jouer, une cuisine spacieuse pour Anya et une fondation solide. Nous avons investi nos économies dans un acompte important. Nous avons peint les murs, planté des fleurs et bâti une vie brique par brique. Ce n'était pas un manoir, et ce n'était certainement pas le Penthouse flashy dont Clément se vantait toujours sur ses réseaux sociaux. Mais c'était la nôtre. C'était sûr. C'était mon empire de paix. De temps en temps, une connaissance commune me parlait de Clément. Il continuait à poster des photos de voitures de sport louées et à faire sauter des bouteilles de champagne dans des clubs VIP, affirmant que sa nouvelle entreprise de crypto changeait le monde. Je savais que tout n'était que poudre aux yeux. Je pouvais repérer une fraude à 1 kilomètre, mais je m'en moquais. Ma vie était complètement séparée de ces mensonges jusqu'à ce que le fantôme du passé décide de défoncer ma porte. C'est arrivé un soir d'automne frais. Anya préparait le dîner, l'odeur d'ail rôti emplissant la maison, et j'étais sur le sol du salon à construire une tour de blocs en bois avec Zoé. Mon téléphone a vibré sur la table basse. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Antoine. Pendant 4 ans, il y avait eu un silence absolu. Pas de vœu d'anniversaire, pas de félicitations pour mon mariage, pas de reconnaissance de la naissance de sa petite fille, juste le silence. Et maintenant, de nulle part, son nom me fixait. Mon cœur a fait un battement lourd et inconfortable. J'ai hésité à ignorer l'appel, à le laisser aller à la messagerie vocale, mais l'enquêteur en moi avait besoin de savoir quelle était la menace. J'ai décroché et je suis allé dans le couloir. « Bonjour », dis-je, gardant mon ton entièrement neutre. « Victor », dit Antoine. Il n'y avait pas de « comment vas-tu » ? Pas de « tu m'as manqué ». Sa voix était frénétique, essoufflée et empreinte de panique. Tu dois m'écouter. Clément a des problèmes. De vrais problèmes cette fois. Question de vie ou de mort. Je me suis appuyé contre le mur, pinçant l'arête de mon nez. Je ne suis pas intéressé à financer la prochaine entreprise ratée de Clément, Antoine. Ce n'est pas une entreprise, cria-t-il, sa voix se brisant. Il doit de l'argent à de mauvaises personnes, Victor. Des gens dangereux. Il a emprunté 500 000 $ à un usurier lié à la mafia pour maintenir son entreprise à flot. Et maintenant, l'entreprise a coulé. Il menace de le tuer. Il menace de s'en prendre à moi et à ta mère. Tu dois nous aider. Je me suis figé. Mafia. Usurier. 500 000 $. Cela ressemblait au complot d'un mauvais film directement en streaming. Mais la panique d'Antoine semblait authentique. Je n'ai pas 500 000 $ en espèces qui traînent, dis-je froidement. Je sais que tu n'en as pas, répondit Antoine rapidement, sentant une brèche dans mon armure. Mais tu as cette nouvelle maison, celle que tu viens d'acheter. Elle a de l'équité.
Tu peux la vendre ou la mettre en garantie pour contracter un énorme prêt. Tu dois vendre la maison, Victor. Utilise l'argent pour payer la dette, et nous pourrons arranger le reste plus tard. C'est le seul moyen de garder la famille en sécurité. L'audace pure de la demande me frappa comme un coup physique. Vendre ma maison. Vendre le toit au-dessus de la tête de ma femme et de ma fille. Détruire la stabilité que j'avais saignée pour construire. Tout cela pour tirer d'affaire l'enfant prodige de sa propre stupidité catastrophique. Absolument pas, dis-je, ma voix baissant d'un octave, tranchante comme un rasoir. Je ne vends pas ma maison. Je ne mets pas ma femme et ma fille en danger pour Clément. S'il est en danger, appelle la police. La police ne peut rien faire avec ces gens, cria Antoine. Espèce d'égoïste. Tu laisserais ton propre frère mourir. Tu nous laisserais être pourchassés parce que tu te soucies plus de quelques briques et de mortier que de ton propre sang. Tu as fait ton choix il y a 4 ans, dis-je, regardant fixement le mur du couloir. N'appelle plus ce numéro. J'ai raccroché, mais raccrocher n'a pas arrêté la tempête. Cela ne l'a fait que commencer. Au cours des 48 heures suivantes, le harcèlement fut incessant. Mon téléphone a explosé de SMS de ma mère. De longs paragraphes décousus remplis de culpabilité et de manipulation émotionnelle. Je tremble, Victor. Je ne peux pas dormir. Comment peux-tu être si cruel? Clément pleure. S'il te plaît, vends juste la maison. Tu peux toujours en acheter une autre. Tu ne peux pas acheter un autre frère. Ils appelaient de différents numéros. Ils laissaient des messages vocaux de ma mère sanglotant hystériquement, me suppliant de leur sauver la vie. Ils ont essayé de me briser par l'attrition émotionnelle pure, mais je n'ai pas plié. J'ai verrouillé les portes, allumé les caméras de sécurité et attendu que la tempête passe. Je supposais qu'ils finiraient par abandonner quand ils réaliseraient que j'étais un mur de briques. J'ai sous-estimé leur désespoir, et j'ai largement sous-estimé leur sentiment de droit. L'illusion de sécurité s'est brisée 3 nuits plus tard. Nous étions assis à table en train de dîner. Zoé riait, étalant de la purée de pommes de terre sur son visage, et Anya souriait, s'essuyant la joue. C'était un moment parfait, ordinaire. Soudain, il y a eu un violent et rapide coup à la porte d'entrée. Ce n'était pas un coup poli. C'était le martèlement agressif de quelqu'un exigeant d'entrer. Avant que je puisse même me lever, j'entendis la poignée de porte s'agiter furieusement, suivie de lourds coups de poing sur le bois. « Victor, ouvre cette foutue porte !» La voix d'Antoine résonna depuis le porche. Zoé sursauta, ses yeux s'écarquillèrent de peur et elle commença à pleurer. Anya la sortit de la chaise haute, la serrant fort. Mon sang se figea instantanément, remplacé par une rage protectrice bouillonnante. Je marchai vers la porte d'entrée et l'ouvris d'un coup. Antoine et Pauline se tenaient là. Ils avaient l'air sauvages, échevelés, leurs yeux maniaques. Sans attendre d'invitation, Antoine tenta de me pousser pour entrer dans ma maison. Je plantai mes pieds, poussant mon épaule durement contre sa poitrine, bloquant complètement l'entrée. « Dehors !» grognai-je, ma voix basse et dangereuse. « Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas accepté de vendre cette maison, » cria Antoine, pointant un doigt vers mon visage. Pauline tenta de regarder derrière moi, apercevant Anya tenant une Zoé en pleurs dans la salle à manger. « Anya, s'il te plaît !» s'écria Pauline, employant sa tactique classique d'Arvo, jouant la victime tout en agressant activement notre paix. « Fais-lui entendre raison. Ils vont tuer mon petit garçon. Tu es une mère. Tu dois comprendre. » Ne parlez pas à ma femme, dis-je, m'avançant et les forçant à reculer sur le porche. Vous avez perdu la tête. Il n'y a pas de mafia. Il n'y a qu'un escroc de 31 ans qui vous prend pour des imbéciles et vous êtes trop aveugles pour le voir. Si vous ne quittez pas ma propriété tout de suite, j'appelle la police et je vous fais arrêter pour intrusion. Tu n'oserais pas, ricana Antoine, s'approchant de mon espace personnel. C'est une affaire de famille. Tu vendras cette maison où je te jure devant Dieu, Victor, je ferai en sorte que tu le regrettes. Tu n'auras pas un jour paisible dans cette maison tant que Clément sera en danger. Je sortis mon téléphone et composai le 911 juste devant lui. Quand l'opératrice répondit, j'ai clairement énoncé mon adresse et signalé des intrus agressifs menaçant ma famille. Le visage d'Antoine pâlit. Il attrapa le bras de Pauline, me crachant une dernière insulte, et la traîna vers leur voiture.
Tu le regretteras, espèce d'ingrat, hurla-t-il en démarrant en trombe de mon allée. Je verrouillai la porte, adossé au bois lourd, écoutant les faibles sanglots de Zoé. Anya s'approcha de moi, le visage pâle mais les yeux féroces. Nous n'eûmes pas besoin d'un long débat. La limite avait été complètement oblitérée. Ils avaient apporté leur folie toxique dans mon sanctuaire et terrifié mon enfant. Plus tard cette nuit-là, assis dans le salon sombre avec un verre de whisky, Anya et moi avons pris la décision la plus difficile et la plus froide de nos vies. Nous ne pouvons pas rester ici, chuchota Anya, fixant la porte d'entrée. Ils savent où nous habitons. Ils reviendront. Ils nous harcèleront. Endommageront nos voitures. Terrifieront Zoé. Ils pensent que cette maison est leur bien à liquider. Tu as raison, dis-je, serrant fort le verre. Ils ne s'arrêteront pas tant que la maison ne sera pas partie. Alors, nous allons la faire disparaître. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier de confiance, spécialisé dans les ventes rapides et discrètes au comptant. Je lui ai dit que je devais vendre la maison immédiatement. Hors marché, pas d'annonce publique, pas de panneaux à vendre dans le jardin. J'étais prêt à prendre une perte de 10% sur la valeur marchande si l'acheteur pouvait conclure en 2 semaines et nous laisser déménager discrètement. Ce fut un sacrifice financier énorme, mais la tranquillité d'esprit en valait chaque centime. Nous avons emballé nos essentiels au milieu de la nuit, déménageant dans une location temporaire à 90 km de là. Nous n'avons dit à personne notre nouvelle adresse. Nous avons disparu. La vente s'est déroulée sans problème. Le titre de propriété a été transféré à un jeune couple adorable. J'avais effectivement coupé l'encre. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'Antoine et Pauline reviennent à l'ancienne maison avec des battes de baseball quelques jours plus tard, complètement inconscients que leur cible avait déjà déménagé. Marchant aveuglément vers une accusation de crime qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Les rouages de la justice tournent lentement, mais quand ils vous attrapent sur des caméras de sécurité de vision nocturne haute définition, ils vous réduisent en poussière assez rapidement. Après que j'ai montré les images à l'officier Moreau et au détective Dubois, la police n'a pas perdu de temps. Ils ont obtenu des mandats d'arrêt pour Antoine et Pauline dès le lendemain matin. Je n'étais pas là quand ils ont été menottés, mais mes anciens voisins étaient plus qu'heureux de me envoyer les détails par SMS. Apparemment, Antoine a essayé de discuter avec les policiers qui l'ont arrêté, criant qu'il avait le droit de discipliner son fils et que c'était une affaire de famille. Les officiers l'ont poliment informé que la propriété appartenait à Aimée Madame Dupont, qui avait emménagé précisément 2 jours plus tôt et était actuellement terrifiée. Le choc pur sur les visages de mes parents quand ils ont réalisé qu'ils avaient vandalisé la maison d'un étranger a dû être une scène à voir. Le procès s'est déroulé étonnamment vite, principalement parce qu'il n'y avait absolument aucune place pour une défense. J'étais assis au fond de la salle d'audience, un observateur invisible de l'effondrement des personnes qui m'avaient élevé. Le jeune couple, les Dupont, était assis devant, l'air traumatisé. Lorsque le procureur a diffusé les images de sécurité sur les grands écrans de la salle d'audience, les lourds coups de batte de baseball ont résonné sur les murs en bois. Antoine était assis à la table de la défense, les épaules affaissées, son aura habituelle d'autorité inébranlable complètement brisée. Pauline pleurait doucement dans un mouchoir, bien que cette fois il n'y ait personne à manipuler avec ses larmes. Leur avocat commis d'office a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un malentendu tragique, que ses clients étaient sous une immense contrainte émotionnelle due à un grave traumatisme familial, et qu'ils n'avaient pas l'intention spécifique de nuire au nouveau propriétaire. La juge, une femme sévère avec une tolérance zéro pour les inepties, a coupé l'avocat de la défense au milieu de sa phrase. Conseiller, vos clients ont apporté de la peinture aérosol et une batte de baseball à une propriété résidentielle à minuit. Qu'ils aient pensé qu'elle appartenait à leur fils ou au président des États-Unis est entièrement hors de propos. Ils ont prémédité la destruction d'une maison. Le verdict fut brutal et rapide. Bien qu'ils aient réussi à éviter la prison en raison de leur âge et de l'absence d'antécédents criminels, la juge les a frappés d'une sévère probation et d'une restitution obligatoire. Ils ont été condamnés à payer aux Dupont tous les dommages, les frais de justice, l'hébergement temporaire à l'hôtel dont le couple avait eu besoin pendant les réparations et le préjudice moral. La facture totale s'élevait à plus de 50 000 $. Je les ai regardés sortir du tribunal. Ils avaient l'air vieillis, creusés. J'ai ressenti un bref et microscopique pincement de pitié, mais je l'ai immédiatement écrasé. Ils avaient fait leur choix. 1 mois plus tard, les conséquences se sont pleinement matérialisées. Pour payer la restitution de 50 000 $ ordonnée par le tribunal,
plus leurs propres frais de justice croissants, Antoine et Pauline ont dû vendre leur maison. La maison où j'ai grandi, la maison où Clément était traité comme un roi et moi comme le personnel payé. Ils l'ont vendue rapidement et à bas prix à un acheteur au comptant, liquidant ainsi tout leur filet de sécurité en un geste désespéré. Ils ont emballé leurs affaires dans un camion de location et ont déménagé dans un appartement exigu et délabré dans le mauvais quartier de la ville. Je pensais que c'en était la fin. Le karma ultime, l'univers équilibrant les plateaux. J'avais protégé ma femme et ma fille. Mes parents avaient payé le prix de leurs droits toxiques, et la frontière était définitivement scellée. Je suis retourné à mon travail, fermant des dossiers de fraude, suivant les pistes d'argent d'exécutifs corrompus. La vie était de nouveau calme, mais un enquêteur chevronné sait que lorsque les chiffres ne concordent pas, le dossier n'est pas clos. L'anomalie se présenta un mardi après-midi pluvieux. J'étais dans mon bureau, fixant une feuille de calcul complexe impliquant des sociétés écrans offshore, lorsque Guillaume, mon patron et mentor, entra avec 2 tasses de café noir. Guillaume était un comptable forensique vétéran, un homme capable de repérer une signature falsifiée à 20 pas. Il m'avait été d'une aide précieuse pour gérer les retombées juridiques avec mes parents, me mettant en contact avec les bons détectives. Il me tendit une tasse et s'assit sur la chaise en face de mon bureau. « Et Victor, je déteste aborder des sujets personnels au bureau, mais j'ai vu quelque chose ce week-end que tu devrais probablement savoir. » Je pris une gorgée de ce café amer, mes sens instantanément en alerte. « Qu'est-ce que c'est, Guillaume ? » « C'est à propos de ton frère, Clément, dit-il prudemment. Ma femme et moi fêtions notre anniversaire au Club Obsidian en centre-ville samedi soir. C'est un endroit exclusif, très cher. J'ai vu Clément là-bas. Il était à une table VIP, commandant des bouteilles de champagne haut de gamme, entouré d'un groupe de personnes. Il portait une montre de designer qui coûte plus cher que ma voiture. Il n'avait pas l'air d'un homme qui se cache de la mafia. Il avait l'air d'un homme qui célébrait une grosse paye. Je posai ma tasse de café lentement. Le liquide à l'intérieur ondula. « Es-tu absolument sûr que c'était lui ? » « Je suis un observateur entraîné, Victor, dit Guillaume doucement. C'était lui. Il était bruyant, flamboyant et complètement insouciant de son environnement. Guillaume quitta le bureau, me laissant seul avec le silence et le tic-tac de l'horloge murale. Mon esprit commença à s'emballer, assemblant les fragments d'informations que j'avais recueillis au cours des dernières semaines. Grâce aux rumeurs familiales qui finissaient inévitablement par m'atteindre, je connaissais les chiffres financiers de la chute de mes parents. Ils avaient vendu leur maison pour payer la restitution de $50 000 ordonnée par le tribunal. Mais après la vente et le règlement des frais juridiques, il leur restait environ $20 000. Selon ma tante, mes parents avaient immédiatement transféré ces $20 000 restants à Clément, croyant que ce serait le dernier paiement pour empêcher les usuriers de lui briser les jambes. Ils vivaient alors de soupe en conserve dans un appartement miteux, croyant avoir héroïquement sauvé la vie de leur plus jeune fils. Mais si Clément était lourdement endetté auprès de criminels violents, un simple $20 000 ne suffirait pas à combler un déficit de $500 000. Et un homme marqué pour la mort par la mafia ne loue pas une table VIP dans un club exclusif très public au centre de la ville pour arroser de champagne. Une suspicion froide et sombre commença à fleurir au centre de ma poitrine. Clément était un menteur. Il avait toujours été un menteur. Il mentait sur ses notes. Il mentait sur ses startups. Il mentait sur ses dépenses. Mais irait-il aussi loin ? Fabriquerait-il une histoire élaborée et terrifiante sur des tueurs à gages mafieux juste pour soutirer le dernier centime de capitaux propres à nos parents vieillissants ? Déclencherait-il intentionnellement la chaîne d'événements qui les a poussés à commettre un crime et à perdre leur maison ? Aussi, il pourrait s'assurer une paye de $20 000 pour financer son style de vie. La rage que j'avais ressentie quand ils avaient démoli ma maison était chaude et explosive. Mais la colère qui m'envahissait maintenant était entièrement différente. Elle était glaciale. C'était la colère chirurgicale précise d'un enquêteur qui vient de réaliser la profondeur de la tromperie. J'ai mis de côté la feuille de calcul d'entreprise. J'ai ouvert un nouveau dossier crypté sur mon bureau et je l'ai nommé Opération Enfant Prodige. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de le confronter dans une dispute hurlante. J'avais les outils pour le démanteler complètement. Clément pensait qu'il jouait à un jeu de manipulation émotionnelle, un jeu qu'il avait gagné toute sa vie parce que mes parents étaient des victimes consentantes. Mais il avait fondamentalement mal compris le plateau de jeu. Il n'avait plus affaire à ses parents émotionnellement complaisants.
Il avait affaire à un enquêteur en fraude forensique. Je fis craquer mes phalanges, le son sec dans le bureau silencieux. Il était temps de suivre l'argent, et j'allais démolir toute sa vie fabriquée de toutes pièces. J'ai commencé mon enquête là où le mensonge avait débuté, les messages textes menaçants. Si Clément était réellement pourchassé par un usurier impitoyable, ces menaces devaient provenir d'une source tangible. Dans mon domaine, j'ai appris que les criminels sont rarement aussi intelligents qu'ils le pensent. Et les criminels amateurs sont presque toujours incroyablement paresseux. J'avais besoin d'accéder aux messages exacts que mes parents avaient reçus. Ceux qui les avaient terrifiés à tel point qu'ils étaient prêts à commettre un crime et à liquider toutes leurs économies. Obtenir ces messages fut plus facile que je ne le pensais, mais cela nécessita une performance de ma part. Je me suis rendu dans un magasin d'électronique délabré dans un centre commercial en bordure de ville et j'ai acheté un téléphone prépayé bon marché avec de l'argent liquide. Je n'allais pas laisser Antoine et Pauline avoir mon vrai numéro de téléphone à nouveau. Je me suis assis sur le parking, la pluie tambourinant contre le pare-brise de ma voiture, et j'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix semblant faible et épuisée. J'ai mis un masque de fausse, hésitante, inquiétude. Je lui ai dit que j'avais beaucoup réfléchi, que la culpabilité me rongeait et que je voulais envisager d'aider Clément avec sa situation. Je lui ai demandé si elle pouvait me transmettre les captures d'écran des menaces que Clément avait reçues, affirmant que j'avais besoin de voir exactement à quel genre de personnes nous avions affaire avant de pouvoir engager des fonds. Pauline pleura pratiquement de joie au téléphone. Son ton passa instantanément de la femme amère et hostile qui avait vandalisé ma maison à celui d'une mère désespérée et louangeuse. Elle me dit qu'elle avait toujours su que j'étais un bon fils au fond, que la famille retrouvait toujours son chemin. Elle pensait qu'elle avait enfin brisé mes limites. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle venait de me donner l'arme du crime. En 5 minutes, mon téléphone burner vibra avec des dizaines de fichiers images. Je suis retourné chez moi. Je me suis enfermé dans mon bureau à domicile et j'ai affiché les captures d'écran sur mes 2 moniteurs. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière bleue dure des écrans. J'ai lu les textes. Ils étaient agressifs et stupides, remplis de fautes d'orthographe délibérées et de dialogues de mafieux clichés qui semblaient tirés d'un script télévisé mal écrit. Des messages comme « Paie ou ta famille paiera le prix ». Et nous savons où dorment tes parents, Clément. C'était exactement ce qu'un homme de 31 ans qui n'avait jamais été dans une vraie bagarre penserait qu'un criminel endurci disait. Mais je ne me souciais pas des mots terrifiants. Je ne me souciais que des données cachées derrière eux. Les messages provenaient d'un numéro inconnu, probablement généré par une application de messagerie gratuite basée sur Internet. La plupart des gens pensent que ces applications les rendent complètement intraçables. Ils ont tort. Dans le monde de la criminalistique numérique, rien n'est vraiment invisible si vous savez quelle pierre numérique retourner. Chaque message envoyé sur un réseau transporte des données de routage. En utilisant un logiciel propriétaire que je réservais généralement au suivi des fonds d'entreprise détournés à travers les frontières internationales, j'ai commencé une recherche. J'ai isolé les métadonnées des captures d'écran, extrayant les numéros de routage spécifiques et les sauts de réseau. J'ai recoupé le faux numéro de téléphone avec les registres de télécommunications et les bases de données de courtiers en données. Il m'a fallu 3 jours complets de travail minutieux et épuisant. J'ai bu pot après pot de café noir, exécutant des scripts automatisés tout en vérifiant manuellement les journaux de location d'IP. Mais finalement, l'empreinte numérique a commencé à se cristalliser sur mon écran. Le numéro de téléphone Internet utilisé pour terroriser mes parents ne provenait pas d'un repère de mafieux souterrain ou d'un serveur offshore. Il était enregistré à une adresse IP résidentielle standard située dans un complexe d'appartements de Midtown, ici même en ville. J'ai recherché cette adresse d'appartement spécifique dans les registres fonciers publics et les registres des services publics. Le locataire de l'appartement était un homme nommé Marc Dubois. Le nom me semblait vaguement familier, déclenchant un souvenir lointain. J'ai ouvert un navigateur sécurisé et navigué vers les profils de réseaux sociaux publics de Clément. J'ai remonté des années de ses publications flashy, de ses voitures de sport louées, de ses photos de club et de ses fausses vacances de luxe. J'ai passé des heures à fouiller ses photos taguées, remontant 3 ans en arrière. Et puis il était là, une photo de Clément assis dans un bar faiblement éclairé, son bras autour d'un type au sourire suffisant. J'ai regardé la légende sous la photo. Elle disait « Vert avec mon frère Marc, le meilleur acteur en herbe de toute la ville ». Je me suis penché en arrière sur ma chaise de bureau ergonomique, exhalant une longue et lente respiration dans la pièce silencieuse.
Le requin de près impitoyable menaçant de briser les jambes de Clément et de chasser nos parents âgés n'était pas un exécutant de la mafia. C'était un acteur amateur au chômage. Clément avait embauché son compagnon de boisson pour jouer le rôle d'un criminel violent, terrorisant ses propres parents vieillissants pour qu'ils liquident toutes leurs économies. La brillante sociopathique pure de la manipulation m'a physiquement retourné l'estomac. Il avait militarisé leur amour inconditionnel, leurs peurs parentales les plus profondes, et les avait transformés en son guichet automatique personnel. Il les a regardés perdre leur maison, et il l'a fait avec un sourire. Avoir l'empreinte numérique connectant Marc l'acteur au texte d'extorsion était un début incroyablement solide, mais dans ma profession. Les suppositions et les adresses IP ne suffisent pas à enterrer un fraudeur définitivement. Pour vraiment verrouiller la cage, il faut suivre l'argent. J'avais besoin d'une preuve indéniable du chemin qu'avaient pris les 20 000 $ de mes parents après qu'ils les viraient à Clément. Si cela était allé à un usurier, il n'y aurait aucune trace écrite, juste de l'argent disparaissant dans le vent. Mais si cela avait servi à financer les délires de grandeur de Clément, il y aurait un énorme panneau néon lumineux dans ses dossiers financiers. Et Clément n'était rien sinon désespérément arrogant. J'ai commencé à fouiller les registres publics des entreprises et du commerce. Clément avait toujours essayé de projeter l'image d'un entrepreneur légitime de haut vol. Il a donc constamment créé des sociétés à responsabilité limitée pour que ces entreprises aient l'air officielles. Il pensait que le voile corporatif le protégeait. Ce n'était pas le cas. J'ai trouvé sa dernière entreprise active, une société de conseil vaguement nommée enregistrée à une adresse de bureau virtuel. En utilisant des canaux d'enquête spécialisés légaux accessibles aux comptables forensiques agréés, j'ai effectué une vérification approfondie des antécédents de crédit de l'entreprise, de ses relations bancaires et de ses registres de privilèges publics. Le tableau financier qui a émergé des données était absolument pathétique. Il n'y avait pas de dette mafieuse souterraine. Il n'y avait pas de près de 500 000 $ de la part d'hommes dangereux dans des ruelles sombres. Ce que Clément avait en réalité, c'était une montagne étouffante de dettes de consommation mondaines et embarrassantes. J'ai trouvé des dossiers de 4 cartes de crédit saturées, de multiples prêts personnels non remboursés auprès de prêteurs Internet subprimes. Et une amende importante du fisc pour ne pas avoir déclaré ses impôts sur ses 3 précédentes entreprises en démarrage raté. Il se noyait financièrement, non pas parce qu'il prenait des risques entrepreneuriaux audacieux, mais à cause de sa propre incompétence financière profonde et de son addiction pathologique à afficher un mode de vie luxueux sur Internet. Puis j'ai concentré mon attention sur l'activité financière la plus récente. J'ai examiné la chronologie. Une semaine après que mes parents eurent vendu leur maison pour payer la restitution ordonnée par le tribunal pour avoir vandalisé ma propriété, ils lui ont remis leurs 20 000 $ restants. J'ai suivi ses comptes pour voir ce qui s'était passé ensuite. A-t-il remboursé ses cartes de crédit à taux d'intérêt élevés? A-t-il tenté de régler sa dette fiscale avec le gouvernement? Bien sûr que non. Un parasite n'épargne pas pour l'hiver. Il ne fait que consommer. J'ai utilisé une base de données qui suit les dépôts du Code de commerce uniforme, qui enregistre les prêts et les baux garantis. J'ai trouvé un nouveau dépôt sous le nom de sa société de conseil chez un concessionnaire automobile de luxe dans le quartier du centre-ville. Un contrat de location avait été signé pour une toute nouvelle voiture de sport importée haut de gamme. L'acompte requis pour sortir cette voiture du lot avec son terrible score de crédit était exactement de 12 000 $. Mais 12 000 $ laissaient encore 8 000 $ non expliqués. J'ai ensuite récupéré les journaux d'événements publics et les ai recoupés avec les systèmes de paiement des fournisseurs du Club Obsidian, le lieu haut de gamme exact où mon patron Guillaume l'avait repéré. Clément avait réservé une table VIP très exclusive tout ce week-end. Le montant minimum requis pour réserver cette table spécifique était de 5 000 $. Je me suis assis dans mon bureau sombre, fixant les reçus lumineux sur mon moniteur. Il avait pris les derniers lambeaux de la sécurité de nos parents. Il avait pris l'argent qu'ils avaient rassemblé après avoir perdu leur maison, après être devenus des criminels condamnés en son nom, après avoir déménagé dans un appartement moisi et exigu dans le mauvais quartier de la ville. Et il l'avait utilisé pour louer une voiture de sport qu'il ne pouvait pas se permettre et acheter du champagne trop cher pour des étrangers qui ne se souciaient pas de lui. Il avait saigné ses propres parents à blanc, les avait regardés déménager dans un taudis, puis il était parti faire la fête pour célébrer sa nouvelle richesse. J'ai imprimé chaque document. La trace IP reliant Marc l'acteur au message texte menaçant. Les dossiers d'entreprise exposant la dette de consommation réelle et les privilèges fiscaux de Clément. Le contrat de location signé pour la voiture de sport de luxe. Les reçus de réservation du club VIP.
J'ai perforé chaque feuille et organisé méticuleusement chaque morceau de papier dans un épais classeur en cuir noir. Chaque page était un clou dans son cercueil. Chaque feuille de calcul était un témoignage de sa sociopathie. Mais je savais que je n'avais pas encore fini. Détruire le mensonge actuel de Clément ne suffisait pas. Je devais m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire cela. Un parasite financier ne cesse jamais volontairement de se nourrir. Il ne s'arrête que lorsque l'hôte est mort ou lorsqu'il est retiré de force. Mes parents étaient complètement épuisés. Il ne leur restait plus rien à donner, plus d'actifs à liquider, et plus de crédits à utiliser. Donc, naturellement, Clément aurait besoin d'une nouvelle cible pour financer ses délires extravagants. Une fois que les 20 000 $ seraient inévitablement épuisés, je devais savoir exactement qui était le prochain sur sa liste de victimes afin de pouvoir l'intercepter. J'ai continué à surveiller son empreinte numérique publique, observant ses interactions, et je les recoupais avec notre arbre généalogique élargi. Clément était incroyablement négligent. Il opérait avec la croyance arrogante et incontrôlée que, parce qu'il s'était toujours tiré d'affaire avec ses mensonges au sein de notre cellule familiale, il le ferait toujours. Lors de ma plongée profonde dans ses connexions de réseaux sociaux et ses interactions publiques au cours des dernières semaines, j'ai remarqué une augmentation soudaine et nette de son engagement avec tante Suzanne. Tante Suzanne était la sœur aînée de ma mère. C'était une veuve douce, légèrement naïve, vivant seule dans une très belle maison entièrement payée dans une banlieue riche. Plus important encore, elle était assise sur un fonds de retraite très confortable laissé par son défunt mari. Elle avait toujours adoré Clément quand nous étions enfants, lui glissant des billets de 20 $ à Thanksgiving et l'appelant son beau petit prince. Elle était la cible absolument parfaite. Riche, vulnérable, isolée et émotionnellement attachée à lui. Pour confirmer mes soupçons, j'ai réussi à accéder à un forum public en ligne où les acteurs locaux en herbe recherchent du travail vocal indépendant et des petits boulots. Marc, le complice de Clément, avait récemment posté une étrange demande sur le forum. Il recherchait des recommandations de logiciels de modulation vocale, déclarant spécifiquement qu'il avait besoin de jouer un personnage plus âgé et profondément intimidant pour un projet théâtral immersif en cours. Il se préparait pour le deuxième round. Clément allait exécuter exactement le même script d'extorsion mafieuse sur tante Suzanne, terrifiant une veuve âgée pour qu'elle vide ses comptes de retraite afin de sauver son précieux neveu de mafieux imaginaire. C'était la ligne rouge absolue. Je n'allais pas seulement exposer ses mensonges à nos parents. J'allais m'assurer qu'il n'abuserait plus jamais financièrement d'un autre être humain pour le reste de sa vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Guillaume, mon patron et mentor. Guillaume n'était pas seulement un brillant comptable forensique. Au cours de ses 30 ans de carrière, il avait joué au golf avec la moitié des procureurs de district et des capitaines de police du comté. Je lui ai exposé tout le dossier, du faux stratagème d'extorsion qui a détruit mes parents à la piste d'argent de la voiture de sport, jusqu'au complot imminent d'abus de personnes âgées contre ma tante Suzanne. Guillaume est resté silencieux un long moment. Le genre de silence lourd qui précède une tempête. Puis il a finalement parlé. « Victor, tu le tiens absolument. L'abus de personnes âgées et l'extorsion sont des crimes graves dans cet État. » Le procureur salivera devant un dossier aussi net. Je vais appeler un ami à moi, un détective principal de la division des crimes financiers. Comment veux-tu procéder exactement? Je veux organiser une réunion de famille, répondis-je, mes yeux fixés sur l'épais classeur noir posé sur mon bureau. Je veux que Clément tombe droit dans un piège, pensant qu'il est sur le point de sécuriser sa prochaine grosse paye. Et je veux que la police attende dans les coulisses pour le prendre en flagrant délit d'extorsion. J'ai passé les 2 jours suivants à coordonner étroitement avec le détective de l'unité des crimes financiers. Nous avons tendu le piège sans faille. J'ai appelé tante Suzanne, adoptant une voix calme et rassurante. J'ai expliqué que je voulais enfin faire amende honorable avec la famille et que j'avais élaboré un plan financier solide pour aider Clément avec sa dette mafieuse une fois pour toutes. Je lui ai demandé d'organiser un dîner de famille chez elle ce dimanche, invitant mes parents et Clément. Je lui ai spécifiquement demandé d'assurer à Clément que j'apportais un chèque de banque substantiel pour résoudre enfin tous ses problèmes. L'appât était complètement irrésistible. Un homme désespéré et avide avec un leasing de voiture qu'il ne peut pas se permettre marchera toujours aveuglément dans une cage si vous y mettez une pile d'argent suffisamment grande. Le dimanche soir suivant, j'ai garé ma voiture devant la maison immaculée de tante Suzanne en banlieue. Le ciel était lourdement couvert, jetant une lumière grise et plate sur les pelouses parfaitement entretenues et les rues calmes. Je suis sorti de ma voiture, serrant la poignée de ma mallette en cuir.
À l'intérieur reposait le classeur noir, lourd du poids de la destruction de Clément. Mon cœur était complètement stable. Il n'y avait aucune anxiété, aucune sueur nerveuse, aucune peur de la confrontation imminente. Je ressentais une clarté froide et détachée, comme un bourreau marchant calmement vers le billot. J'ai remonté l'allée en briques et j'ai frappé à la lourde porte en chêne. Tante Suzanne a répondu presque immédiatement. Son visage était un mélange complexe de profonde nervosité et d'espoir désespéré. L'odeur d'un rôti de pot-au-feu flottait de la cuisine. Un contraste saisissant avec la dure réalité de la raison de notre rassemblement. « Victor, chéri, je suis tellement incroyablement contente que tu aies décidé de faire ce qu'il fallait, » murmura-t-elle, tendant la main et me serrant dans une brève étreinte fragile. « Ton frère a l'air terrible. Il fait les 100 pas dans le salon. Il a tellement peur, Victor. Nous devons l'aider. » Je suis passé devant elle et suis entré dans le salon. La scène était parfaitement préparée pour un drame familial tragique et émotionnel. Antoine et Pauline étaient assis côte à côte sur le grand canapé fleuri. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je les avais vus devant ma maison vandalisée. Leurs vêtements étaient légèrement froissés et usés, un contraste saisissant et déprimant avec les costumes élégants et les robes qu'ils portaient autrefois aux réunions de famille. Ils semblaient abattus par le monde. Et puis il y avait Clément. Il était assis dans un fauteuil à dossier haut, jouant son rôle à merveille. Il portait un sweat à capuche gris délavé trop grand, ses cheveux volontairement non lavés et en désordre. Il continuait à faire rebondir sa jambe nerveusement, ses yeux scrutant frénétiquement la fenêtre avant toutes les quelques secondes, agissant comme si un tireur d'élite de la mafia le visait depuis les rosiers à l'extérieur. C'était une performance vraiment digne d'un Oscar d'une victime terrifiée. « Victor, » dit Antoine, sa voix complètement dépourvue de son tonnerre habituel. Il semblait vidé, vaincu par sa situation. « Merci d'être venu. Nous savons que nous avons franchi une terrible ligne rouge avec ta maison. Nous étions justes. Nous étions absolument terrifiés pour la vie de ton frère. Tu dois comprendre la pression que nous subissions. » Je me suis dirigé vers la lourde table basse en acajou au centre de la pièce et j'ai posé ma mallette. Le bruit sourd du cuir contre le bois a attiré l'attention de la pièce. « Passons les excuses, Antoine, » dis-je, ma voix tranchante comme un couteau à travers l'air tendu. « Nous sommes tous ici pour Clément. Écoutons l'état actuel de cette dette qui met sa vie en danger. » Clément se pencha en avant, enfouissant son visage dans ses mains, jouant à la perfection l'homme épuisé et brisé. « C'est grave, Victor. Vraiment, vraiment grave. Les types à qui je dois, ils perdent toute patience. Maman et papa m'ont donné 20 000 $ et je leur ai tout donné pour qu'ils se taisent, mais l'intérêt s'accumule chaque jour. Ils ont dit que si je ne leur donne pas 50 000 $ de plus d'ici vendredi, ils viendront ici chez tante Suzanne. Je ne peux pas les laisser la blesser. Je ne survivrai pas à la culpabilité. » Il leva les yeux vers tante Suzanne à travers ses doigts, ses yeux grands et scintillants de larmes contenues. C'était une masterclass en manipulation émotionnelle, parfaitement calibrée pour vider le compte bancaire d'une vieille femme. Tante Suzanne halta immédiatement, portant une main tremblante à sa poitrine. La couleur s'échappa de son visage alors que les mots de Clément atteignaient leur cible. « Oh, mon pauvre chéri. Tu n'as pas à t'inquiéter, Clément. Je te l'ai dit avant même que tu n'arrives, j'irai à la banque dès demain matin. Je peux prendre une pénalité sur mon retrait de retraite pour te donner l'argent. Nous ne laisserons pas ces monstres te toucher ou blesser cette famille plus longtemps. » Pauline se mit à pleurer à point nommé. Les larmes coulaient librement sur ses joues ridées. Ses tactiques d'arveau incrustés, nier, attaquer, inverser les rôles de victime et d'agresseur, passèrent sans effort en vitesse supérieure. Elle ne pouvait pas laisser passer une occasion de faire de moi le méchant, même quand elle croyait que j'étais là pour les sauver. « Tu vois, Victor, tu vois ce que ton entêtement a causé. » Sanglota Pauline, pointant un doigt tremblant vers moi. « Si tu avais juste vendu ta maison quand nous te l'avons demandé à l'origine, Clément ne serait pas assis ici à attendre d'être assassiné par des criminels. Tante Suzanne n'aurait pas à sacrifier sa retraite durement gagnée. Tu as presque détruit toute cette famille parce que tu voulais thésauriser tes petites économies et jouer au grand homme qui a réussi. » Antoine hocha la tête solennellement en signe d'accord, se penchant pour poser une main réconfortante sur le genou de Pauline. « Ta mère a absolument raison, Victor. Tu nous as forcés. Tu nous as fait faire des choses que nous regrettons profondément parce que tu n'as pas agi comme un vrai grand frère devrait le faire.
Tu as fait de nous des criminels, mais tu peux tout arranger maintenant. Tu as dit au téléphone que tu avais apporté un chèque pour effacer le solde. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains posées légèrement sur la poignée de ma mallette, écoutant la symphonie de l'illusion qui se déroulait devant moi. C'était magnifique dans sa profonde maladie. Mes parents avaient perdu leur maison, commis un crime violent et vivaient maintenant dans un taudis dangereux. Pourtant, ils trouvaient toujours un moyen tordu de me blâmer pour leurs propres actions. Ils voyaient toujours Clément comme un martyr impuissant et innocent souffrant aux mains d'un monde cruel. Et Clément était assis là, s'imprégnant de la pitié comme une éponge, ses yeux lorgnant avidement vers ma mallette, avide du paiement massif qu'il pensait y être enfermé. Il vibrait pratiquement d'anticipation. Croyant qu'il avait réussi à se tirer d'affaire de sa ruine financière auto-infligée, une fois de plus, je ne les ai pas interrompus. J'ai laissé le silence planer dans la pièce pendant un long et inconfortable moment. Je me suis dirigé vers la table d'appoint, j'ai pris une tasse de café noir que tante Suzanne avait préparée, et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. Je les ai laissés mijoter dans la tension de leurs propres mensonges. Oui, ai-je finalement dit, ma voix douce, calme et résonnant légèrement dans la pièce silencieuse étendue. J'ai absolument tout ce dont nous avons besoin pour résoudre ce problème de mafia de façon permanente. J'ai posé la tasse de café. J'ai tendu la main et j'ai ouvert les verrous en laiton de ma mallette. Les claquements métalliques nets ont fait légèrement tressaillir Clément. Je n'ai pas cherché un chéquier. Je n'ai pas sorti de stylo. J'ai tendu la main et j'ai sorti l'épais et lourd classeur en cuir noir. Je me suis dirigé vers la table basse et je l'ai laissé tomber juste devant Clément. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Antoine, plissant les yeux vers le classeur, profondément confus. « Ceci, dis-je, regardant droit dans les yeux de Clément, voyant la première fissure microscopique apparaître sur sa façade confiante, est la vérité. C'est la fin du chemin, Clément. » Clément fixa le classeur noir, sa jambe arrêtant soudainement son rebond nerveux. Un éclair de panique authentique et non frelaté traversa ses traits avant qu'il ne le masque rapidement d'un air de confusion agressive. « Je ne sais pas à quoi tu joues, Victor, mais je n'ai pas le temps pour tes stupides jeux de comptable. Ma vie est littéralement en jeu. Ta vie est parfaitement bien, dis-je, ma voix tombant à un registre froid et tranchant comme un rasoir. Ton style de vie, cependant, est sur le point de prendre un coup massif. » J'ai tendu la main et j'ai ouvert la lourde couverture du classeur. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. J'ai parlé avec la cadence précise, méthodique et entièrement dénuée d'émotion d'un témoin expert témoignant dans un procès fédéral pour fraude. Commençons par la dangereuse mafia, voulez-vous ? J'ai tourné vers le premier onglet aux couleurs vives. Ces documents sont les messages textes menaçants que maman et papa ont reçus le mois dernier. J'ai retracé l'adresse de protocole internet de l'expéditeur. Ces menaces ne venaient pas d'un usurier. Elles ne venaient pas d'un syndicat du crime organisé. Elles venaient de l'appartement de Midone de ton ami Marc Dubois, un acteur au chômage que tu as embauché pour envoyer des SMS à tes propres parents afin qu'ils paniquent et vendent leur maison. Pauline arrêta de pleurer instantanément. Les larmes cessèrent simplement. La pièce tomba dans un silence mortel et suffocant. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Victor ? Murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je dis qu'il n'y a pas de mafia, Pauline, dis-je, utilisant intentionnellement son prénom pour souligner la rupture permanente de notre lien familial. J'ai tourné vers l'onglet suivant, révélant des feuilles de calcul financières denses. Ceci est le rapport de crédit actuel de Clément, à la fois professionnel et personnel. Il ne doit pas 500 000 $ à des criminels clandestins. Il doit exactement 83 000 $ sur 5 cartes de crédit différentes saturées. Et il a une énorme pénalité fiscale active de l'IRS parce que c'est un fraudeur paresseux et raté qui refuse de payer ses impôts. Antoine se leva en titubant du canapé. Son visage était complètement pâle. Victor, tu mens. Tu inventes tout ça. Clément nous a dit. Clément vous a menti, le coupai-je. Ma voix claqua comme un fouet. Je frappai ma main à plat sur le classeur ouvert. Le bruit sec fit sursauter tante Suzanne de sa chaise. Vous lui avez donné 20 000 $ après avoir perdu votre maison. La maison que vous avez perdue parce que vous avez commis un crime contre ma famille pour le sauver. Voulez-vous savoir exactement ce que votre enfant prodige a fait avec cet argent ? J'ai tourné vers le dernier onglet, montrant le contrat de location surligné et les reçus brillants du club de nuit.
J'ai poussé le classeur plus près d'Antoine pour qu'il puisse lire les chiffres lui-même. Il n'a pas payé un usurier, déclarai-je, fixant Antoine jusqu'à ce qu'il doive détourner le regard. Il est allé chez un concessionnaire de luxe et a versé un acompte de 12 000 $ sur une toute nouvelle voiture de sport importée. Et puis il a dépensé 5 000 $ en table VIP et en champagne au club Obsidian pendant que vous deux faisiez vos valises et déménagiez dans un taudis. Il vous a saigné à blanc, Antoine. Il vous a laissé détruire votre propre vie, votre propre héritage. Et puis il est parti faire la fête pour célébrer sa nouvelle richesse. Je tournai mon attention vers tante Suzanne. Elle tremblait violemment, serrant le bras de sa chaise comme si le sol s'effondrait sous elle. Et aujourd'hui, tante Suzanne, dis-je doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Il prévoyait de vous faire exactement la même chose. Il avait demandé à Marc de préparer un appel à cette maison demain. Il allait prendre votre argent de retraite pour financer son faux style de vie jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Clément se leva de sa chaise comme s'il avait été électrifié. L'épuisement fin, la personne de victime tremblante avait complètement disparu, remplacée par une rage pure, désespérée et féroce. « Tais-toi » hurla Clément, des postillons s'envolant de ses lèvres. « Tu inventes tout ça. Tu as falsifié ces documents. Tu as piraté mes comptes pour me piéger parce que tu as toujours été jaloux de moi. Tu as toujours voulu me détruire. » Il s'élança en avant par-dessus la table basse, ses mains agrippant frénétiquement, essayant de saisir le classeur pour en arracher les pages. J'intervins sans effort. Je saisis son poignet tendu, le tordant juste assez pour immobiliser douloureusement son bras, le forçant à se figer. « Je n'ai rien falsifié, Clément, chuchotai-je froidement, me penchant jusqu'à être à quelques centimètres de son visage paniqué. Les chiffres ne mentent pas. Et contrairement à toi, je ne joue pas de jeu. Laisse-le partir, hurla Antoine, s'avançant les poings serrés. Même maintenant, avec l'absolue vérité brûlant brillamment juste devant lui, ses instincts paternels aveugles et toxiques s'activèrent, il essayait toujours de protéger le parasite qu'il avait détruit. Victor, tu n'as aucun droit de venir dans cette maison et d'attaquer physiquement ton frère avec ces accusations folles et fabriquées. J'ai repoussé Clément. Il trébucha lourdement, retombant dans son fauteuil, respirant difficilement, regardant autour du salon comme un rat acculé cherchant un égout. Tu es fou, Victor, cracha Clément frénétiquement, ajustant son sweat à capuche trop grand, essayant de retrouver une semblance de contrôle. Maman, papa, tante Suzanne, n'écoutez pas un mot de ce qu'il dit. C'est un psychopathe jaloux. Il l'a toujours été. Partons. Nous n'avons pas besoin de son faux argent. Tu ne quitteras pas cette maison, Clément, dis-je, reculant lentement, croisant fermement les bras sur ma poitrine et le fixant. Regarde-moi faire, ricana Clément. Il se leva de sa chaise et fit un pas provocateur vers l'entrée. À point nommé. Les lourdes portes en bois menant de la salle à manger à la cuisine s'ouvrirent. 2 détectives en civil, l'un de l'unité des crimes financiers et l'autre spécialisé dans l'abus de personnes âgées, entrèrent dans le salon. Ils n'avaient pas l'air amicaux. Ils brandirent tous deux leurs insignes dorés, le métal reflétant la lumière du lustre. « Clément, » dit le détective principal, sa voix résonnant avec une autorité légale incontestable. « Asseyez-vous tout de suite. » Clément se figea à mi-pas, la couleur complètement drainée de son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Il regarda les 2 détectives bloquant la sortie, puis le classeur noir accablant posé sur la table, et enfin il me regarda. Je ne lui offris qu'un regard froid et vide. Pour la toute première fois de sa vie, l'horrible réalisation le frappa qu'il ne pouvait pas manipuler, pleurer ou se tirer d'affaire en parlant. Antoine et Pauline semblaient complètement paralysés par le choc. Pauline laissa échapper un halètement étranglé et essoufflé, ses genoux cédant alors qu'elle s'effondrait sur le canapé fleuri. Nous avons surveillé toute cette conversation depuis la cuisine pendant les 40 dernières minutes, continua le détective principal, s'avançant méthodiquement et sortant une paire de lourdes menottes en acier de sa ceinture. Nous avons également exécuté un mandat de perquisition à l'appartement de votre associé, Marc Dubois, il y a exactement 2 heures. Il vous a trahi en environ 5 minutes. Il a remis tous les journaux de texte, le logiciel de modulation vocale et les virements bancaires montrant que vous l'avez payé pour se faire passer pour un criminel. Le détective saisit le bras de Clément, le faisant pivoter brutalement et faisant claquer les menottes en acier froid autour de ses poignets. Clément ne se débattit pas. Il ne cria pas. Il devint juste complètement mou,
sa tête tombant en avant dans une défaite ultime. Clément, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion aggravée, fraude électronique et tentative d'abus de personnes âgées, récita calmement le détective, les droits Miranda sonnant comme un glas dans la pièce silencieuse. Tante Suzanne commença à sangloter silencieusement, se pressant les mains sur le visage, réalisant soudain à quel point elle avait failli perdre tout ce qu'elle avait construit au cours de sa vie avec son défunt mari. Antoine resta parfaitement immobile, les yeux grands ouverts et vides, fixant son enfant prodige menotté. « Dis-leur que ce n'est pas vrai, Clément, » supplia Antoine, sa voix se brisant, sonnant soudainement comme un homme très vieux et très fragile qui avait perdu le contact avec la réalité. « Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que Victor t'a piégé. » Clément ne le regarda pas. Il garda les yeux fermement rivés sur le parquet tandis que les détectives le conduisaient vers la porte d'entrée. Il passa devant nos parents sans un seul mot d'excuse, sans une once de remords pour les vies qu'il avait complètement ruinées. Alors qu'il le conduisait dehors et dans la voiture de police qui l'attendait, j'ai tranquillement rangé mon classeur, refermé les loquets en laiton de ma mallette et me suis dirigé vers la sortie. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé Antoine et Pauline une dernière fois. Ils étaient assis ensemble sur le canapé, entourés des ruines absolues de leurs illusions de toute une vie. Ils avaient sacrifié leur fils aîné, leur maison familiale, leur liberté financière et leur dignité pour une fantaisie. Et maintenant, il ne leur restait absolument rien. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti dans l'air frais du soir, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Le système de justice pénale est notoirement lent et inefficace. Mais le cas de Clément a traversé les tribunaux avec une efficacité brutale et terrifiante. Il n'y avait tout simplement aucune défense viable à monter. Les preuves documentaires méticuleuses que j'avais fournies dans ce classeur, combinées à la confession rapide et enregistrée de son complice, Marc, ont laissé l'avocat commis d'office de Clément absolument sans rien. Il a tenté de négocier un accord de plaidoyer, citant l'absence d'antécédents criminels de Clément et invoquant une détresse émotionnelle. Mais le procureur a été implacable, escroquer des proches âgés de leurs économies de toute une vie par une extorsion organisée et préméditée n'est pas un crime que les procureurs prennent à la légère dans notre État. Je n'ai pas assisté au procès. Je n'avais absolument aucun désir de m'asseoir dans une salle d'audience étouffante et de regarder le spectacle misérable de la destruction complète de ma famille se dérouler en public. J'ai lu le verdict final dans un bref courriel professionnel envoyé par le détective financier principal. Clément a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de crimes graves, notamment d'extorsion organisée, de fraude électronique et de complot en vue de commettre des abus sur personnes âgées. Le juge, dégoûté par la nature insensible du crime contre sa propre famille, l'a condamné à 6 ans dans un pénitencier d'État, suivi de 5 ans de probation obligatoire et étroitement surveillé. Il a également été condamné à payer une restitution financière complète, non seulement à l'État pour les frais de justice, mais aussi à nos parents. C'était un geste purement symbolique, bien sûr, car Clément n'avait aucun actif liquide et aucune capacité de gain maintenant ou dans un avenir prévisible. Quant à Antoine et Pauline, leur chute ultime fut absolue et entièrement de leur propre fabrication. Sans leur maison, sans leurs économies de retraite, et maintenant sans leur enfant prodige sur lequel concentrer toute leur énergie chaotique. La dure réalité s'est finalement abattue sur eux. Ils sont restés piégés dans l'appartement minable et exigu du mauvais quartier de la ville. D'après ce que j'ai entendu par la rumeur familiale, que je surveillais occasionnellement juste pour m'assurer qu'ils ne complotaient pas pour revenir dans ma vie, Antoine avait été forcé de prendre un emploi au salaire minimum pour emballer des courses dans un supermarché local. Il avait besoin de ce maigre revenu juste pour maintenir l'électricité et acheter les médicaments contre l'hypertension de Pauline. Les gens qui autrefois me méprisaient pour avoir joué la sécurité, pour être un comptable ennuyeux, tandis que mon frère prenait bravement des risques, vivaient maintenant le cauchemar même qu'ils avaient si facilement essayé d'imposer à ma femme et à ma fille. Ils sont devenus des parias sociaux au sein de la famille élargie. Tante Suzanne les a complètement coupés, dégoûtés et horrifiés qu'ils aient aveuglément permis à Clément de vider ses comptes de retraite juste pour se sauver eux-mêmes. Ils étaient totalement isolés, laissés entièrement seuls avec la vérité amère et inéluctable que leur favoritisme aveugle et leur complicité toxique avaient détruit tout leur héritage. 6 mois après le début de la peine de 6 ans de Clément, j'ai reçu une notification automatique du département des services correctionnels m'informant que j'avais été ajouté à sa liste de visiteurs approuvés. Je l'ai ignoré au début. Je n'avais aucun intérêt à la réconciliation, et je ne voulais certainement plus entendre sa voix. Mais l'enquêteur en moi, la partie de mon cerveau qui avait toujours besoin d'une clôture absolue sur un dossier, a décidé d'y aller. Je devais le regarder dans les yeux une dernière fois,
non pas comme un grand frère regardant son frère, mais comme un homme observant un dossier clos et résolu. Le pénitencier d'État était une forteresse de béton gris et sinistre entourée de clôtures imposantes et de rouleaux de barbelés, située à 2 heures de la ville. Je me suis assis dans une salle de visite stérile et vivement éclairée, divisée par une épaisse vitre en plexiglas fortement maculée. Après une attente tendue de 20 minutes, Clément a été escorté par une lourde porte en acier dans la cabine en face de la mienne. Il avait l'air terrible. L'entrepreneur arrogant et flamboyant d'Internet avait complètement disparu. Ses cheveux étaient coupés très courts. Son visage était émacié et pâle, et la combinaison de prison orange vif pendait lâchement sur sa silhouette amincie. Il s'assit et décrocha le lourd combiné noir. J'ai décroché le mien. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, dit Clément. Sa voix était rauque, complètement dépourvue de tout son ancien charisme doux et manipulateur. Je ne suis ici qu'une fois, Clément, répondis-je, ma voix parfaitement plate, ne révélant aucune émotion. Dis ce que tu as à dire, et puis je pars. Je m'attendais à une longue histoire larmoyante. Je m'attendais à de fausses excuses conçues pour manipuler ma culpabilité et mettre de l'argent sur son compte de commissariat en prison. Mais un vrai narcissique clinique ne s'excuse jamais sincèrement. Il tente simplement de réécrire le récit pour se présenter comme la victime ultime. Tu as ruiné ma vie, Victor, dit-il, ses yeux se rétrécissant avec un profond ressentiment amer qui semblait brûler à travers la vitre. Tu avais tout cet argent. Tu avais cette toute nouvelle maison. Si tu m'avais juste aidé, si tu avais juste vendu ta maison comme maman et papa te l'avaient demandé, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne serais pas enfermé ici. Maman et papa ne seraient pas ruinés et ne vivraient pas dans un taudis. Tu nous as fait ça. Tu as déchiré cette famille. Je l'ai écouté, observant ses expressions faciales comme un spécimen biologique intéressant sous un microscope. Il y croyait vraiment. Il avait construit une forteresse mentale impénétrable où il était complètement irréprochable, poussé à l'extrême par les circonstances. Et j'étais le méchant égoïste qui refusait de le sauver. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de présenter les faits à nouveau. J'ai juste laissé échapper un petit rire silencieux. Tu es exactement à ta place, Clément, dis-je doucement. Profite des 6 prochaines années. J'ai raccroché le lourd combiné pendant qu'il parlait encore. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti de la salle de visite. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois alors que les lourdes portes en acier claquaient derrière moi, résonnant dans le long couloir gris. La dernière tentative désespérée de contact a eu lieu près d'1 an plus tard. Anya et moi vivions paisiblement dans notre nouvelle maison. Une maison complètement détachée de l'histoire sombre du passé. Zoé grandissait vite, courant dans le grand jardin, riant aux chiens du voisin, complètement inconsciente de l'obscurité que son grand-père et sa grand-mère avaient autrefois tenté d'apporter à sa porte. C'était un dimanche après-midi calme. Je lavais ma voiture dans l'allée, la radio jouant doucement en arrière-plan, quand une vieille berline rouillée s'est arrêtée au bord du trottoir. Elle crachotait et tournait au ralenti bruyamment. Antoine et Pauline sont sortis lentement de la voiture. Ils semblaient incroyablement fragiles, presque méconnaissables. Antoine marchait avec une claudication prononcée, s'appuyant lourdement sur une canne, et Pauline semblait plus petite, comme si l'immense poids de la culpabilité et de la pauvreté avait physiquement rétréci sa colonne vertébrale. Il se tenait hésitant au bord de mon allée, me regardant avec des yeux pathétiques, désespérés et vides. « Victor, » dit Antoine, sa voix tremblante et faible. « S'il te plaît, nous n'avons absolument plus rien. Nous voulons juste voir notre fils. Nous voulons juste rencontrer notre belle petite fille. Nous avions tort, Victor. Nous savons que nous avions si tort. » Pauline joignit ses mains ridées dans un geste suppliant et désespéré. « Nous sommes tellement désolés, Victor. Nous avons tout perdu parce que nous ne t'avons pas écouté. Nous le voyons maintenant. S'il te plaît, ne nous laisse pas mourir seuls. Laisse-nous être une famille à nouveau. Laisse-nous arranger les choses. » Je suis resté debout, tenant le tuyau d'arrosage, regardant l'eau savonneuse couler en petits filets sur l'allée en béton. J'ai regardé les 2 personnes qui m'avaient mis au monde. J'ai ressenti un profond sentiment de vide. Il ne restait plus de colère brûlante, pas de désir de vengeance, mais il n'y avait certainement plus d'amour. « Je vous pardonne, » dis-je calmement. Les mots firent s'illuminer leurs yeux fatigués d'un espoir soudain et désespéré.
Ils firent tous les deux un pas en avant, mais j'ai immédiatement levé ma main libre, paume ouverte, les arrêtant net avant qu'ils ne puissent poser le pied sur ma propriété. Je vous pardonne pour ne pas avoir apporté le poison de vous haïr pour le reste de ma vie, continuai-je, ma voix ferme et résolue. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Le visage d'Antoine s'affaissa, l'espoir le quittant instantanément. Victor, s'il te plaît, nous sommes tes parents. Vous avez fait votre choix, dis-je, ma voix se durcissant en acier impénétrable. Vous avez choisi l'illusion de Clément plutôt que ma réalité. Vous avez apporté une batte de baseball chez moi. Vous avez terrifié ma femme et mon enfant. Il n'y a absolument aucun retour en arrière. Vous êtes des étrangers pour moi maintenant. Si vous posez à nouveau le pied sur ma propriété, je vous ferai arrêter pour intrusion, comme la dernière fois. Je leur tournai le dos, pointai la buse du tuyau vers ma voiture et commençai à arroser le savon, ignorant complètement leur présence. Ils restèrent là, au bord du trottoir, pendant un long moment, le silence pesant s'étirant entre nous avant qu'ils n'acceptent finalement la finalité de mes paroles. Ils remontèrent dans leur voiture rouillée et s'éloignèrent pour toujours. Je suis entré dans la maison, m'essuyant les mains avec une serviette. Anya était debout à l'îlot de cuisine, coupant des fraises fraîches pour Zoé, qui était assise à la table de la salle à manger, coloriant agressivement un dessin de dinosaure. Le soleil de l'après-midi traversait les grandes fenêtres, projetant une lueur chaude, dorée et paisible sur tout ce que j'aimais. Je me suis approché de ma femme par derrière, enroulant mes bras autour de sa taille et posant mon menton sur son épaule. « Tout va bien dehors » demanda-t-elle doucement, se penchant contre moi. « Oui » souris-je, regardant Zoé brandir son dessin aux couleurs vives pour que je le voie. « Tout va parfaitement bien. » La poubelle s'est vidée toute seule. J'avais perdu mes parents et mon frère, mais j'avais gagné la seule chose qu'ils ne pourraient jamais comprendre ou me prendre. Une paix absolue et inébranlable. La frontière était définitivement scellée. Les données avaient parlé et mon empire de paix ne serait plus jamais menacé.